Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes n'est pas suffisant. Comme quoi, avant l'autonomie, il faut croire en soi-même. Avoir des moyens n'est pas suffisant. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue sur Serenity News TV pour votre premier numéro de votre émission de débat politique face à nos jours. Aujourd'hui, nous recevons l'ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale, ancien candidat à la dernière élection présidentielle, indépendant bien sûr. Aujourd'hui, il est président du Front patriotique gabonais et initiateur de la troisième voie. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau avec notre invité. Voilà donc, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité, M. Elangema Mito Gérard. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, la thématique d'aujourd'hui sur laquelle on va s'entretenir, c'est le Front patriotique gabonais et les enjeux politiques de l'heure. Qui est Gérard Elangema? Bon, d'abord, je tiens à remercier votre télévision pour l'occasion que vous me donnez. Merci. De pouvoir m'expliquer Gérard Elangema. Oui. Mais définir Gérard Elangema, ce serait tellement long. D'accord. Mais je dois dire que Gérard Elangema, c'est le fils de M. Guérin Touré. D'accord. Qui fait partie des premiers ingénieurs de ce pays, j'entends. C'est aussi ce monsieur qui, malgré sa très belle position sociale, parce que c'est quand même le premier cadre de ce pays, a pensé qu'il était normal de mener le combat du retour pour la démocratie. C'est dans les années 80 qu'ils se sont lancés avec le mouvement de redressement national de Morena avec des messieurs tels que Simon Benada, celui qui est encore vivant, Yann Tougué, Gilles Babé-Calais, Tonton Babanzengue, etc. Donc, je suis le fils d'un homme engagé politiquement, un altruiste, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est engagé dans un combat qui, naturellement, ne le prédestinait pas, parce qu'il était accompli. On avait quelques biens, donc on n'avait pas besoin, naturellement, de s'engager dans ce combat. Qui est Gérard Elangema? Je suis aussi le fils d'une jeune dame qui a eu la chance de rencontrer un bel homme, dont ma mère Milogué, qui est naturellement fondeur d'Estrier. Qui est Gérard Elangema? Gérard Elangema est un jeune Gabonais qui est devenu un monsieur, qui naturellement a fait ses petites études d'un BTS en comptable. Qui est Elangema? Elangema est ce monsieur qui est passé par le séminaire Saint-Jean. Je bénéficie, parce que ça a été le choix de mon père, que je bénéficie d'une très bonne éducation. Et je lui en remercie, même là où il se trouve, dans l'au-delà. Alors, si qui est, qui est Elangema maintenant sur le plan politique. D'accord. Elangema. Je voulais en venir justement. Parlez-nous de votre parcours politique, justement. Mon parcours politique a été d'abord inspiré par mon père. D'accord. J'ai trouvé son engagement, au départ, je ne comprenais pas, mais maintenant, je l'ai très bien compris. J'ai compris pourquoi il s'est battu. Il a donné un sens à sa vie. C'est tout le respect que les gens lui doivent. Je ne crois pas qu'on doit beaucoup de respect à mon père parce qu'il a laissé beaucoup de maisons. Je ne crois pas. Il en a fait un tout petit peu. Mais je crois que le respect que les gens ont de mon père, c'est la belle histoire, c'est le bel engagement, c'est ce qu'il a donné de meilleur, c'est le sacrifice qu'il a fait de lui-même pour les autres. Et c'est ce combat qui m'a inspiré. Je me suis dit donc il n'y a pas que les choses visibles. Il y a aussi l'invisible. Il y a des choses parfois qui ne vous apportent pas apparemment grand-chose, mais qui comptent pour tout le monde. Ce ne sont pas des choses égoïstes. La maison, elle est personnelle. La voiture, elle est personnelle. Mais le combat pour la liberté, le combat pour le bien-être général, il n'est pas égoïste. Il est suffisamment large. C'est un combat d'amour. C'est presque christique.
Et évidemment, mon père avait voulu que je sois prêtre. Évidemment, ne l'ayant pas été, j'ai pensé qu'on peut servir aussi Dieu autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être derrière lui avec, en affichant des posters, en affichant des affiches dans le mouvement de redressement national. Le Morena, j'étais tout jeune, j'ai vu mon grand frère très engagé avec la marche de la gare routière, ainsi de suite. J'ai vu la conférence nationale, ainsi de suite. Donc, ce sont des étapes de la vie qui ont un peu forgé l'homme que je suis. Souvent, les gens m'observent, mais j'ai souffert du régime. Je dois vous dire qu'à l'âge de 6 ans, le fait que mon père se soit engagé pour ce combat, j'ai vu la SCG venir débrancher la ligne de notre maison. On va y arriver, M. Gérard. J'ai vu l'eau de pompe, de paix. On va y arriver. De nos murs. Très bien. J'avais 6 ans, je très bien. Vous êtes aujourd'hui président du Front patriotique gabonais. Oui. Dans le giron politique de notre pays. Quelle est sa place? Parce qu'il y a certains Gabonais qui se disent que le Front patriotique gabonais, n'est-ce pas, est à la solde du pouvoir. Quelle est la place de votre parti? J'en rigole. D'accord. Ça veut dire qu'ils veulent amuser la galerie. Vous connaissez quelqu'un qui connaît le président de la République et qui peut dire autant de choses que moi je vous dis? Vous savez, les Gabonais veulent savoir. Vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Front patriotique gabonais est à la solde du pouvoir. Il se trouve tout simplement qu'il y a des gens qui se connaissent. Le Gabon n'est pas né aujourd'hui. Vous avez entendu souvent le discours du célébrissime leader que nous avions eu, le leader très engagé, le leader déterminé, Baobab, qui chaque fois il disait à lui c'était un amateur, c'était machin, mais laissé ce mon petit frère. Il n'a jamais caché de toute sa vie qu'il connaissait Ali. Il n'avait jamais dit qu'il ne parlait plus avec Ali, mais il parlait. Et tous les Gabonais le savaient. Et il parlait avec Ali en lui disant de faire ce qui est essentiel pour notre pays. Moi, je dis, évidemment, je ne peux pas être le fils de M. Nguema-Mitori Jean-Marie, je ne peux pas être le neveu de M. André Boba, de Yonaba, et puis penser que je ne connais pas des personnages comme M. Ali, comme M. Omar Bongo. C'est pas possible, même s'il est décédé, paix à son âme. Mais je dis, je ne reconstruis pas le Gabon. Je ne suis pas de ces Gabonais hypocrites qui n'assument pas leur histoire. Mon histoire, c'est que je connais M. Ali Bongo, mais entre la connaissance de personnes que nous avions et les orientations politiques, il a ces positions politiques naturellement que je ne partage pas. Et moi aussi, j'ai mes positions politiques naturellement qu'il ne partage pas. Quelle est la place du FPG? Non, vous allez comprendre, vous m'avez posé une question. Je dit que le FPG, est-ce que le FPG n'est pas la source du pouvoir? Vous pensez que si moi j'étais la source du pouvoir, on ne m'aurait pas laissé devenir député du deuxième, on m'aurait pas, le gouvernement ne serait pas tous les jours à ma portée? Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que si je suis à la source du pouvoir, on m'a suspendu de la caisse stable depuis 2009 jusqu'à ce jour, je ne suis pas réhabilité? Ben écoutez, il y a seulement des gens qui ont de la personnalité. Monsieur Ali Bongo vit, je vis, mais je dis, je ne suis pas d'accord avec sa politique. Si je dis je ne suis pas d'accord avec sa politique et sa bande de petits politiciens à la solde de leurs préoccupations personnelles, je ne suis pas d'accord et je garde cette posture. C'est pourquoi je ne regrette rien. Je suis plutôt plus encore engagé aujourd'hui pour dire qu'il faut rendre la liberté aux Gabonais, pour dire qu'il faut que les Bongo laissent un peu le pouvoir. Très bien, c'est justement. Il faut qu'ils laissent le pouvoir. Non, écoutez-moi, oui, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. D'accord. Il faut que les Bongo s'abstiennent pour la présidentielle de 2023. D'accord. Il faut qu'ils s'abstiennent. Leur bilan de père en fils n'est pas élogieux. Ali, c'est mon frère, je lui conseille que le temps qui a été fait, on va aller jusqu'en 2023. S'il peut redresser quelque chose, qu'il le redresse, mais qu'en 2023, qu'il fasse preuve de sagesse, comme l'a fait Kabila au Congo Zaïre, qu'il essaie même d'être subtilement politique
comme l'a fait en Russie Poutine, Vladimir, et on peut passer la main, on peut laisser l'expression des Gabonais s'exprimer. Alors, même si vous avez envie de revenir au pouvoir plus tard, ça c'est ma position. Mais le FPG, qui ne peut pas être à la... De quel pouvoir? Il y a un pouvoir au Gabon. On vient de le comprendre, je crois que est-ce qu'il y a un pouvoir au Gabon? Les téléspectateurs aussi viennent de comprendre que le mouvement patriotique gabonais n'est pas le seul du pouvoir. C'est pour cela qu'il y a quelques temps, vous avez proposé une modalité de sortie négociée de la famille Bongo au pouvoir depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, M. Landima, par cette démarche-là? Nos parents, vous savez, mon père a été emprisonné pendant, je ne dis pas beaucoup, je n'en parle pas beaucoup, mais je crois qu'il est temps qu'on réhabilite la mémoire de certaines personnes. Il ne faut pas qu'on nous fasse vivre des histoires des gens qui n'ont rien fait pour ce pays, on nous fait faire des courses, des machins pour eux. Il y a des gens qui ont payé de leur vie pour ce pays. Mon père a été de ceux qui ont été emprisonnés pendant 6 ans pour avoir demandé le retour à la démocratie. Je connais même certains opposants qui sont devenus des grands acteurs de la liberté, de l'opposition, étaient contre eux. Je dis, ils sont nombreux, ils se connaissent, je n'ai pas besoin de les citer. Pin, Mimboto, tout même les consorts. À l'époque où nos parents avaient décidé que le Gabon devrait être libéré, eux, pour leurs intérêts, ils n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent apprécier le combat de mon père et de ses amis. Très bien. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Ça veut dire que je n'ai rien contre eux, c'était leur position ventrale de l'époque. Mais aujourd'hui, tant mieux s'ils ont compris. Donc, moi je suppose que si des Gabonais ont sacrifié leur vie, ils étaient neufs à sacrifier leur vie, à exiger le retour du Gabon à un meilleur partage de richesses nationales, à une liberté d'expression, à une liberté démocratique, parce que le contexte dans lequel nous sommes, si les Gabonais ne savent pas, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes tout simplement dans un contexte de liberté d'expression. Vous voulez dire totalité? Non, nous sommes dans un contexte de liberté d'expression. Ça veut dire que... Est-ce que la liberté d'expression fait partie de la démocratie? C'est un élément de la démocratie. La démocratie est un tout. La démocratie c'est le vote, la démocratie c'est le résultat du vote, la démocratie est un tout. D'accord. Nous sommes dans un contexte de liberté d'expression. Tu peux créer un journal, vous pouvez créer des petites PME qui ont un caractère de parti politique, comme on nous laisse faire, parce qu'on sait qu'après on va manipuler les uns les autres, que ça n'amènera nulle part. Vous comprenez? Mais il est temps que nous, les nouvelles générations, on mène un réel combat pour que la démocratie elle-même, son esprit même, puisse s'installer dans ce pays. Et des gens ne peuvent pas avoir sacrifié leur vie, sacrifié leur métier, parce que mon père, lorsque j'en parle, je n'en parle pas souvent, a bénéficié, a recueilli de son engagement une retraite anticipée. Tout simplement parce qu'il avait pensé qu'il n'a pas rentré dans un gouvernement de Congo tant que le combat pour lequel il s'était engagé n'avait pas abouti. On lui a donné une retraite anticipée, il n'a jamais regretté, mais je dis, nous devons, pour la mémoire de ces gens-là, amener les Bongos. Pourquoi je pense que les Bongos doivent avoir une sortie négociée? Parce que j'estime, j'essaie d'être à leur place, j'estime qu'ils ont ramassé des avantages peut-être qu'ils ne méritent pas. Ils sont milliardaires aujourd'hui sur la base de l'argent de l'État. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés sur des compatriotes, peut-être qu'ils ne méritaient pas d'être traités comme ça. Donc ils ont peur de tout ce que ça peut être, de tout ce qui peut advenir de leur vie. Si jamais ils laissaient le pouvoir, il y a leurs acolytes qui parfois font du zèle dans les quartiers. Donc souvent, ça devient un système qui finit par devenir un régime, qui finit par devenir un système. Vous comprenez? C'est pourquoi je pense que... Mais ce qui me conforte à dire que les Bongos de nom de père et fils, je les en supplie, qu'il ne faut pas que c'est la corde qui puisse rompre d'elle-même. Il faut qu'on amène à ce que la corde ne puisse pas rompre. Nous sommes des mêmes familles,
Mais il faut qu'ils acceptent, vous comprenez? Il faut qu'ils acceptent qu'il y a ce qu'on appelle la finiture pouvoiriste. D'accord. Toute chose a un début, toute chose a une fin. Comme un homme naît, Félix Houphouët-Boigny, un homme quitter les choses avant qu'elles ne. Je dis qu'il quitte les choses avant que les choses ne leur quittent parce que le revers de ce que je dis, ils peuvent en rigoler de ce que je dis aujourd'hui. Mais je suis sûr que s'ils insistent, je suis sûr qu'un jour quelque chose d'autre peut arriver et ils pourront peut-être se souvenir de ce conseil que je leur avais donné et du plan Marshall de sortie que j'ai proposé. J'ai dit, on prend une loi d'amnistie nationale pour eux, générale. Ils partent avec tous les biens qu'ils ont. Ils peuvent être directeurs généraux. Ils peuvent passer tous les concours comme tout le reste des Gabonais. Ils peuvent devenir ministres si celui qui est le futur président pense que c'est nécessaire. On a bien vu la descendante de Liomba être ministre. Ils peuvent être tout ça. Mais la question de la présidence, qu'ils la laissent. Parce que le passif d'Omar Bongo Ndimba est encore extrêmement lourd sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan moral. On ne peut pas défenestrer un peuple de sa moralité et ça continue. Vous voyez des lois célestes, la dépénalisation de l'homosexualité. On va y arriver. Vous voyez toutes ces choses. Voilà. C'est pourquoi moi je pense que les Bongos, ce sont des frères. Sans haine, nous devons les emmener à accepter avec leur système. Pourquoi je pense qu'il faut d'abord s'attaquer au Bongo de nom? Parce que je crois que qui est le problème est la solution. Parce que nous voyons tous, nous avons tous les yeux, leurs petits associés qui profitent des privilèges que les Bongos leur permettent d'avoir. Une fois, ils ne sont plus dans les bonnes grâces des Bongos. Ils ne sont plus rien. 6 mois après, parfois ils roulent les vies baissées, ils n'ont plus d'argent, le courant, tout ça. Voilà, donc, ceux qui ont le vrai pouvoir, les armes, l'argent, l'administration, c'est les Bongos de nom, à la limite, les Ondimba. Très bien. Il faut qu'ils acceptent la finiture. Mais on leur prépare une sortie négociée. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Gérard Elangema. Il est président du Front Patriotique Gabonais. Président de l'exercice de la 3e voie. Voilà, président à l'exercice de la 3e voie, on va y arriver également. Alors, le FPG, le 18 juin dernier 2020, vous avez demandé un référendum en ce qui est de l'âge à la candidature à la présidentielle au Gabon. Pourquoi, monsieur Gérard? Mais vous-même, vous pensez que c'est sérieux lorsqu'on nous fait croire qu'un enfant à 18 ans peut postuler à toutes les élections. À 18 ans, vous savez, moi, mon père était un ingénieur. D'accord. Vous savez que si on avait bien fait les choses, c'est mon père qui aurait dû être président pour Omar Bongo. Parce qu'Omar Bongo n'était pas ingénieur. Mon père était plus qualifié que lui. Voilà. Si c'était le mérite. D'accord. Mais la politique n'a rien à voir avec cela. Vous savez, malgré que mon père soit ingénieur, mais je suis fils de village. Parce que mon grand-père, le père de ma mère, a voulu que je naisse à côté de lui et que je puisse grandir à côté de lui. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma vie. Mon primaire, ma première classe de primaire, le CP1, je l'ai faite au village. Parce que mon grand-père a voulu que je sois là, à côté de lui. Pour que vous soyez un homme au village, pour que les vieux vous donnent peut-être ce qu'on ne comprend pas en français. Je vais permettre à ce qu'on comprenne ça de manière culturelle et traditionnelle. Pour que les vieux du village vous donnent le pouvoir. La première chose qu'ils demandent, il a amené maintenant. Chez nous les femmes. Est-ce qu'il a une femme? Par ordre. Je ne vous ai pas dit la maison. Je vous ai dit la première question qu'ils vont poser. Est-ce qu'il a la femme? Est-ce qu'il a fait les enfants? Est-ce qu'il a la maison? Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la vie, ni de famille, écoutez, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la vie, à peine il sait ce que c'est dormir avec une femme, la responsabilité que ça implique, à peine il le sait, qui n'a peut-être pas d'enfant, qui n'a pas de maison, mais on va dire que ce type va être président de la République. Il va être président de qui?
Il va s'occuper de qui? Il s'est déjà occupé de qui avant? Donc, vous voyez, il y a des choses très stupides. D'accord. C'est grossier, je demande aux téléspectateurs pardon, mais ça n'a pas d'autre mot que c'est de la stupidité. C'est de la stupidité, de la gourmandise financière. Ce problème s'est passé à Ngondje. On m'a même accusé que je suis subversif sur d'autres jeunes compatriotes qui ont des partis politiques. Parce que j'étais de ceux qui pensaient que, mais s'il y a un plan derrière ça, qui qu'on veut faire devenir président, pourquoi on veut tellement régler la question de 40 ans? Qui n'a pas 40 ans, qui que ça gêne? Parce qu'il y a un problème. Pour qu'on amène ça à 18 ans, c'est pas l'enfant de 18 ans qu'on vise. Il y a quelqu'un qui est gêné parce qu'il n'a pas 40 ans, il veut être candidat à la présidentielle pour être président. Il faut qu'on ait le courage. Monsieur le Président, vous faites allusion à qui? Je dis, ceux qui veulent le faire, il faut qu'ils aient le courage. Si quelqu'un veut être président, alors qu'ils disent, je n'ai rien à faire de la loi. Okay. Parce que la loi précisait bien que pour être président, fondamental, la Constitution était claire que pour être candidat à la présidence, il faut avoir au moins 40 ans. Bien sûr. Ce qui faisait que les sénateurs d'aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, pour être sénateur, il faut avoir aussi au moins 40 ans. Pourquoi? Parce que la loi estimait ou estime, parce que moi je parle au présent, parce que c'est la même loi, on peut la tourner dans tous les sens, ils n'enlèveront pas ce qui est dans ma tête, estime qu'un sénateur peut assumer la transition en cas d'incapacité du président de la République. Donc, c'est pourquoi le sénateur est obligé d'avoir 40 ans. Donc, la loi fondamentale est claire. Maintenant, on nous dit, au sorti d'Angondje, que le président doit prendre une loi organique, que cela doit relever de lui pour fixer l'âge à la candidature à la présidentielle. Déjà, à 18 ans, on n'est pas civilement responsable. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, c'est stupide. À 18 ans, on n'est pas civilement responsable au Gabon, on est civilement responsable au Gabon à 21 ans. On vote au Gabon. On vote, mais on n'est pas civilement responsable. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire que c'est de la gourmandise de ventreux qui a amené certaines personnes à accepter ce processus. Mais moi, la seule chose que je dis, s'il y a quelqu'un qui veut être président, qu'il n'a pas 40 ans et qu'il n'aura pas 40 ans en 2023, mais qu'il le dise. Pourquoi on va embêter les gens? Non, la question que vous posez, oui, elle est en rapport avec la question de la pénalisation, de la mise en cause, de la filiation d'un individu. On va y arriver. On va y arriver sur le. Alors, si tel est que cette loi sur les 18 ans passe, oui, quelle sera la réaction du FPG? Sur quoi? Sur les 18 ans. Sur la 18 ans. À la candidature à la présidentielle. Un 18 ans est un mineur. Vous comprenez? D'accord. Quelqu'un qui n'a pas de femme, qui apprend la vie, qui va à l'école. Tu connais quelqu'un à 18 ans qui a fini ses études? On est là pour. Pas ici, ailleurs. Je dis, oui, c'est des génies. D'accord. Ailleurs. Oui. On peut en avoir. Parce que nous sommes là pour s'aborder. On peut aussi en avoir des génies. Vous savez, à 18 ans, on peut. Quand un enfant a 18 ans, il peut être un bon génie et devenir un très grand docteur, un très grand chirurgien à 24 ans, un très grand avocat à 24 ans. Il faut laisser les enfants suivre le cours de leur vie. Vous comprenez? Il faut accepter la finiture des choses. Ça ne sert à rien de vouloir colmater des choses par-ci, par-là, telles par-ci, par-là, comme on le lit sur Internet, des choses. Je dis vraiment, où va le Gabon? Le Gabon n'a même plus de conscience. Ça veut dire que les Gabonais n'ont plus de conscience. Qu'on parle même de gamins pour le pouvoir. Très bien. Chers téléspectateurs, on fait une pause, on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec notre invité, le président du Front patriotique gabonais. Monsieur Enangema Gérard, quelles sont les raisons qui vous ont emmené à proposer la troisième voie politique
au Gabon et pourquoi? Naturellement, la vie est faite de 3 symboles. D'accord. Et ces premiers symboles, c'est Dieu lui-même qui les a situés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme vous pouvez l'observer, le Père, le Fils et la Mère. D'accord. Vous comprenez? Donc ce sont les symboles de la vie. Évidemment, dans le cadre de la pratique politique de chez nous, que je trouve risible. Pourquoi je la trouve risible? Parce que nous ne sommes pas inscrits sur des plans idéologiques. On va vous dire majorité, on va vous dire opposition. Donc ça n'amène à concevoir aucune pensée étymologiquement économique, étymologiquement politique. C'est la politique politicienne. Elle ne range pas les courants de pensée. C'est pourquoi vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous dire qu'il est de sensibilité socialiste, mais il est dans la majorité qui, elle, à mon sens, elle est plus proche d'une gestion capitaliste, libérale. Mais je voudrais amener notre société à adopter l'organisation politique qui sied et qui sied à travers le monde. En France, il y a des socialistes, il y a des libéraux, il y a des centristes. C'est naturel. Et aujourd'hui, pourquoi je suis dans la 3e voie? Pourquoi nous pensons que la 3e voie, c'est la voie qui risque de sauver ce pays? Parce que c'est d'abord une posture qui permet de dire à l'autre des choses, sans refuser de parler avec lui, mais de le lui dire dans la vérité. C'est une posture qui permet de parler avec tous les acteurs, majorité et opposition. Est-ce que la 3e voie, c'est la réelle politique, c'est ça? C'est la réelle politique. D'accord. Ça veut dire que nous n'allons pas mentir aux populations que moi je ne parlerai pas avec X pour que la nuit à 24 heures, tu vas parler avec Ali. Ça va être difficile pour vous. Pourquoi? Parce que dans le commun des Gabonais, la politique, c'est de la démagogie. Non, la politique, c'est pas de la démagogie. C'est les acteurs politiques qui sont des démagogues. D'accord. C'est des acteurs politiques qui sont des démagogues. Dit comme ça, oui. La politique a un objectif, c'est d'organiser la vie de la société. Très bien. Pour que chacun de nous puisse avoir une meilleure existence. Mais ce sont les praticiens, les politiciens. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une forme de perversité désormais en ce qui est de la politique dans notre pays? Mais c'est justement pourquoi je vous dis, moi je propose aux Gabonais la 3e voie. Pourquoi la 3e voie? Parce que vous avez même des jeunes cadres qui ont leur expertise à apporter. S'il va dans l'opposition, le pouvoir va dire, ah, ce jeune-là, il n'est pas avec nous. Même s'il a des diplômes, il ne doit pas travailler. S'il va dans la majorité, l'opposition va dire, ah, ça c'est un trait, il a bien fait l'école, mais c'est un trait. Il est stigmatisé. Qu'il aille dans l'opposition, qu'il soit dans la majorité, il est stigmatisé. Donc il faut créer un environnement. Il y a aussi qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ne se retrouvent pas avec les acteurs que nous avons observés. Les acteurs politiques qui existent aujourd'hui, ce sont des anciens collaborateurs de Omar Bongo. Que vous allez dans la majorité, que vous allez dans l'opposition, moi j'appelle ça le PDG a vaincu le Gabon. D'accord. Moi, j'ai compris ça comme ça. Le PDG a vaincu le Gabon. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont des biens ensemble, ont des investissements ensemble. Ils ont des limites qu'aucun d'eux ne peut traverser vis-à-vis de l'autre. Ils sont dans les francs-maçonneries ensemble. Bien que je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, parce que dans d'autres cieux, j'ai l'impression qu'elle a fait développer là-bas, mais au Gabon, j'ai l'impression que c'est un système d'aboutissement. Vous êtes là, c'est ça? Je ne n'y serai pas ni à la Rose-Croix, ni à la franc-maçonnerie, parce que je ne trouve pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que ceux qui y sont me donnent l'impression que c'est un système d'aboutissement. Très bien. Je suis clair sur ça. Ok, justement, alors, qu'est-ce que le téléspectateur doit en vérité retenir en ce qui est de la 3e voie? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est un regroupe de partis politiques? La 3e voie, ce n'est pas un parti politique. D'accord. C'est un regroupement de partis politiques équidistants de la majorité et de l'opposition. Nous ne sommes pas là dans la 3e voie pour dire qu'on veut être la béquille du PDG pour prendre le pouvoir, non, ni être la béquille de l'opposition pour prendre le pouvoir. Nous disons, il y a le pouvoir qui veut le pouvoir,
il y a l'opposition qui veut le pouvoir, il y a la troisième voie qui veut le pouvoir. Les choses sont claires. D'accord. Donc, on peut considérer que la troisième voie est une formation politique à part entière. Et est un regroupement de formations politiques à part entière qui est comme la majorité et qui est comme l'opposition. D'ailleurs, nous nous battons pour ça, pour que sur le plan de la législation, la troisième voie puisse bénéficier des attributs que bénéficie de la majorité et de l'opposition en termes d'organisation électorale. Bien sûr. Alors, à l'instant, vous disiez qu'il n'y a pas de démocratie là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans la troisième voie, il y a véritablement de la démocratie? Il n'y a pas de démocratie au Gabon, je l'affirme. Depuis 1993, 1998, 2005, 2009, 2016. Okay. Est-ce que le vote des Gabonais a été respecté? Il n'y a pas. Vous allez répondre à la question. Il n'y a pas. D'accord. Les gens qui sont présidents, c'est ceux qui ont gagné. C'est pas vrai. Encore que 2016. Moi, la démocratie, c'est la loi de la majorité qui vote pour gouverner la minorité. Or, depuis 93, 98, vous verrez que la courbe, hein, lorsque vous voyez les inscrits, vous regardez le nombre de votants, vous remarquez que le nombre de l'abstention est plus élevé que le nombre de votants. Mais lorsque vous avancez un peu plus, 2005, 2009, 2016, vous remarquerez que le nombre de non-inscrits est plus important que le nombre d'abstentionnistes, que le nombre de votants. Donc, vous voyez que l'élection, par principe même au Gabon, l'esprit même de la démocratie est bafoué parce que la majorité des Gabonais ne croient même plus au vote, donc ils ne vont même plus s'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est même le premier combat que nous allons mener pour dire aux Gabonais, la 2023, tous les Gabonais, nous allons mener cette campagne. Tous les Gabonais doivent aller s'inscrire parce que le pouvoir profite à manipuler les élections avec cette marge. Donc ça veut dire que le FPG et la troisième voie sont convaincus qu'on va arriver en 2023. Mais écoutez, nous restons républicains jusqu'à preuve du contraire. Légalistes. Bon, nous restons républicains et légalistes. C'est vrai, il y a un doute qui peut s'inscrire dans l'intime conviction. Depuis un moment, chacun de nous ne voit le président qu'à la télévision. Mais nous nous demandons, il a reçu le prélat, il a reçu la présidente de la Cour, il a reçu, je crois, l'ambassadeur de France, j'ai dû voir quelque chose comme ça, mais jamais il ne veut recevoir la classe politique, jamais il ne veut recevoir les syndicalistes, jamais il ne veut recevoir le corps social gabonais. Attendez, c'est quelque chose de très bizarre. Il peut recevoir les présidents, et il y a des morts, il peut recevoir Kagame, mais il ne peut pas recevoir les acteurs politiques, il ne peut pas recevoir les syndicalistes. Vous savez... Il a même reçu des confessions religieuses récemment. Quelles confessions religieuses? Vous pouvez les citer combien? Le monseigneur, le bel évêque. Vous savez, vous connaissez le mariage de l'église et du pouvoir. Je ne veux pas moi je ne connais pas. Je ne veux pas dire plus. Ok, alors, la troisième voie, le 18 janvier 2019, avait proposé de revenir au format de 1960 en cas d'indisponibilité du chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que l'article 13, vous savez quand le président est tombé à Niamey, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre a écrit, de Jean Isosé, paix à son âme, a écrit à la présidente de la Cour pour qu'on sache ce qu'il faut faire. La présidente, voyant que la Commission n'avait pas prévu l'indisponibilité temporaire, a ajouté un alinéa, la Cour constitutionnelle. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se référer au Parlement qui était en vacances parlementaires. Mais le Parlement est revenu. La Constitution revient à l'identique avant la chute d'Ali Bongo. Pourquoi je dis? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire exactement quel est l'état de santé de mon frère Ali Bongo. Personne ne peut le dire. Or, nous tous, nous suivons ça à la télé. Soit c'est sérieux, soit on balade les Gabonais. Il y a le doute qui est là.
personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Mais si le doute est là, si jamais il va bien comment nous le faire savoir. S'il rechute, on fait quoi? On va réécrire à la Cour constitutionnelle pour dire le président a chuté, il n'est pas mort. Mais on fait comment? Parce que ce n'est pas prévu par la Constitution. C'est pourquoi nous disons, rentrons dans un régime présidentiel où il y a un président et un vice-président élus. Comme cela, lorsque le président est empêché soit par des raisons de santé ou par une autre raison quelconque, le vice-président automatiquement, le pays ne connaît pas des doutes comme on le connaît parce que c'est pas dans ma bouche que vous voulez le savoir. Tous les Gabonais se demandent si c'est Ali Bongo. C'est dans ma bouche que vous voulez le savoir. D'accord, merci. Tous les Gabonais se posent la question. Merci parce qu'ils ne le voient pas. Ils le voient. Ali Bongo est devenu le président des visios. C'est comme ça qu'ils appellent ça, des conseils des ministres visioconférences, d'Internet, de la télévision. C'est pas le président qu'on voit les autres. Merci, monsieur Gérard Evanema. Alors, le gouvernement et les deux chambres du Parlement viennent de promulguer le nouveau code pénal. Que dit le FPJ? Le nouveau code pénal pour. Vous voulez parler quoi? De la dépénalisation de l'homosexualité, de la pénalisation de la filiation. Cette démarche du gouvernement et du Parlement prouve à suffisance que le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple n'existe plus. Les Gabonais n'ont plus à croire à ce gouvernement, que le régime PDG ne peut plus rien apporter. Les Gabonais aussi doivent savoir aussi que ces parlementaires, pour la plupart, ça nous apprendra à voter les gens à cause de 5 000, à cause de 10 000. À la fin, c'est des gens qui sont en train de penser qu'ils ne vous doivent rien. Ça nous apprendra à quitter les libres villes pour aller voter un député qui n'a pas d'existence sociale au quotidien avec toi. Parce que toi, tu es à Libreville, mais tu allais remplir les urnes ailleurs. Tu veux qu'il pose la question à qui? Ça aussi, il y a le problème de la conscience citoyenne qui nous rattrape. Il faut que les citoyens gabonais arrêtent de se comporter comme des bœufs, comme des irresponsables. Il s'agit de notre pays, nous n'avons pas de pays de rechange. Mais pour vous dire, nous avons porté ce débat. Évidemment, il y avait les religieux, comme les pasteurs Gaspard et Beningwa et bien d'autres. Sauf qu'ils avaient uniquement saisi la Cour sur la dépénalisation de l'homosexualité, mais moi j'étais allé très loin. Je suis allé voir en portant recours auprès de la Cour sur la dépénalisation de l'homosexualité, sur la pénalisation de quiconque parle de la filiation de quelqu'un, parce que cet élément nous renvoie à l'article 10. Et sur naturellement. Est-ce que vous pensez que ce code pénal, il a été conçu et fait sur mesure? Non, écoutez, même les gens de la Cour, même le gouvernement sait que ce code pénal vise quelque chose. Comment voudrez-vous qu'on dise aux gens que personne n'a plus le droit de parler de la filiation de quelqu'un? Pourquoi? Donc, maintenant, à Messi, qui est gabonais d'adoption, peut dire qu'il veut être président au Gabon. Il est gabonais. J'ai envie de dire Machi. Vous comprenez? Il est gabonais, nous ne lui enlevons pas ce droit-là. Il est gabonais, mais il va attendre la 5e génération pour que ses enfants puissent avoir le droit de vouloir postuler à la présidence de la République gabonaise. Donc, et cette question avait déjà été réglée par le Code civil qui disait que quiconque dont la filiation est remise en cause a l'obligation de prouver sa filiation. Même moi, quand je vais au village, la première des choses, mon père est polygame, était polygame. Mais quand je vais chez moi au village, quand je trouve les anciens au corps de garde, quand on dit oui, c'est l'enfant de Ngoma. Oui, Mbengem avec 3 femmes, il a fait avec qui? Vous pensez que les anciens du village me portent à tête? Mais ils veulent établir ma filiation pour que s'il y a des responsabilités à me donner, ils les donnent en connaissance de cause. Mais comment on peut nous faire croire alors que la question de la filiation est liée à la question de la nationalité, qui est liée à la question de la candidature à la présidentielle? Donc ça veut dire que la question de 18 ans, bien sûr, que vous avez posée au départ, est liée
à la structuration de ce nouveau code pénal. En fait, c'est ça l'enjeu. Très bien. Il y a quelqu'un qui doute peut-être de lui-même, qui veut être candidat aux élections présidentielles et il a peur qu'on lui pose la question que toi tu es qui? Très bien. Voilà la question. Il nous reste exactement 2 minutes, monsieur Laguema. Rapidement, vraiment en 55 secondes, un mot sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 au Gabon. Mais vous savez que c'est le chaos. Vous savez que la crise sanitaire c'est le chaos. Est-ce que voilà un premier ministre qu'on enlève sans qu'on lui ait demandé de venir faire le point? Nous avons vu 250 milliards, paraît-il. Encore que, bon, moi je connais les choses du Gabon, on ne sait plus si le président dit la vérité ou s'il ment. Parce qu'il ne faut pas qu'on me donne l'impression que notre président, c'est le sentiment que les gens ont au quartier. Personne n'a ressenti les effets des 250 milliards, paraît-il, débloqués pour soutenir les Gabonais et les acteurs économiques. Personne. Aucune banque n'a donné de crédit à un acteur économique pour relancer son activité. L'enrichissement illicite et la Cour des comptes vous rendez compte? Non, écoutez, vous savez, vous pensez que même le Parlement peut faire les comptes au gouvernement. Quand on dit que le Parlement surveille l'action du gouvernement sur ses comptes, la rigidité même des comptes, la transparence des comptes, on ne peut pas enlever le Premier ministre sans lui demander de faire le point des 200 milliards, sans lui demander de faire le point des 5 milliards 400 qu'on a emprunté, sans lui demander de faire le point de toutes les donations qui ont été données par les banques, par les entreprises, par tout ça là. Okay. Mais on enlève comme ça, et voilà un monsieur Guy Patrick Obiang, un monsieur douteux dans la gestion du Covid. Je ne dis pas dans sa vie privée, parce que moi je parle de la politique. Dans la gestion du Covid de 2020, comme catapulte ministre de la Santé. Le ministre qui était même là, on a 25 comme si entre les deux, il y avait un Limoumbou, comme si entre les deux, Liboukou, parce que les ministres au Gabon, on ne sait même plus comment ils s'appellent. Il peut même passer devant vous ne savez même pas que celui-là est ministre. Ils sont devenus tellement insignifiants. Écoutez, même le ministre Liboukou, qui était ministre de la Santé, j'ai comme l'impression qu'on veut nous envoyer un message Guy Patrick a bien travaillé et le ministre Liboukou est déméritant. C'est pourquoi on lui a donné un coup de pied pour qu'il dégage du gouvernement. Vous mettez en cause le choix du chef de l'État en choisissant Guy Patrick. Mais on est chef de l'État par son gouvernement des Gabonais. Il est chef de l'État par ses gouvernements qui? Des moutons. D'accord. Il doit nous écouter. D'accord. Nous ne sommes pas des moutons. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Très bien. Alors, nous sommes arrivés, monsieur Laguema Gérard, au terme de cette émission. Vous êtes président du Front patriotique gabonais. Vous êtes face à ces caméras. Les Gabonais vous écoutent et vous regardent. Quel mot à l'endroit de ceux-là qui sont certainement vos potentiels électeurs demain? Tout ce que je peux dire aux Gabonais, je n'ai pas encore dit que je serai candidat aux élections présidentielles en 2023. Je ne l'ai pas encore dit. En 2016, je l'étais. Je ne vous dis non plus que je ne le serai pas. Mais je peux vous dire tout simplement, mes chers compatriotes, notre pays va à volo. Chacun de vous, comme moi, nous avons parfois le sentiment, à tort ou à raison, que où est passé le commandant de bord. Même si certains peuvent nous dire qu'ils se trouvent dans le cockpit, mais les séismes que vit notre pays nous donnent l'impression qu'il n'y a pas de commandant de bord. Mais toutes les restrictions, toutes les conspirations que nous observons ne doivent pas nous amener à la soumission. Nous devons rester gabonais. Nous devons rester en phase avec la loi. C'est la loi qui fixe nos règles du vivre ensemble. Et cette loi-là dit, c'est la démocratie. Cette loi-là dit, c'est la Constitution. On peut même prendre tous les jeunes. N'ayez pas peur.
le message qu'on veut lancer, le message de terreur, on nous dit que notre pays a des difficultés sur le plan financier, il n'y a plus de recrutement dans la fonction publique, il n'y a plus de mise en stage, on n'envoie plus les gens en stage, il y a des fonctionnaires qui sont aujourd'hui sans poste budgétaire, mais étonnamment, on ne fait que recruter dans l'armée, comme si le Gabon préparait une guerre contre une autre nation, comme si le seul argent qu'on peut trouver pour mettre à la fonction plus les gens se trouve dans l'armée. Je vous dis, n'ayez crainte. Nous connaissons, que ce soit ceux qui sont commandants en chef, que ce soit ceux qui sont les chefs d'unité. Nous tous, nous sommes des Gabonais, nous tous, nous appartenons aux mêmes familles. Personne ne doit penser à la mort de ce pays. Merci. C'était M. Elangema Gérard, président du Front patriotique gabonais, qui a bien voulu accepter notre invitation. On était encore merci, M. Elangema. Voilà donc l'équipe rédactionnelle de cette émission, chapeautée par Gervais Ondon, se joint à moi pour vous dire merci. Retrouvez-nous sur YouTube, sur notre page Facebook Serenity News. Suivez-nous également sur... on nous fait dire que plus tard on sera sur Instagram. Voilà, donc on se retrouve très prochainement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.